Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur s'abonner dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Aujourd'hui, je reçois Tristan Colombet, le CEO de Udot, une société spécialisée dans le rachat de noms de domaine expirés. Écoutez bien l'épisode, vous allez apprendre plein de choses, puis son expertise va vous aider à mieux sortir dans les moteurs de recherche. Tristan est un multi-entrepreneur. Dès l'âge de 20 ans, il a créé Prizzi.com, une plateforme de jeux concours qui en très peu de temps compte 37 millions de joueurs, 150 salariés, le premier site d'Europe dans le domaine qui se place même devant celui de la Française des Jeux. Je crois que j'ai titillé votre curiosité. Place à notre conversation. Bonjour Tristan. Bonjour Frédéric. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Tristan Colombet, un serial entrepreneur qui a créé de nombreuses sociétés comme Prizzi.com, qui a totalisé jusqu'à 37 millions de joueurs, ou plus récemment Udot, une société spécialisée dans la vente de noms de domaine. Tristan, tu es passionné d'entreprise, de tech et comme on va le voir plus tard, de blockchain et de crypto-monnaie. Mais avant de dérouler tout ça, Tristan, est-ce que je pourrais te demander de te présenter ? Eh bien oui, avec plaisir. Donc effectivement, je suis passionné d'informatique depuis tout jeune et aujourd'hui multi-entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans l'univers du digital. Qu'est-ce que tu as fait comme étude, Tristan ? Alors j'ai fait un DUT informatique. Voilà, et puis je me suis arrêté assez vite dans la mesure où j'avais déjà créé ma première société, Prizzi.com, lorsque j'étais étudiant. Alors j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu avais pas mal de connaissances tech. Alors j'ai lu évidemment MySQL, PHP, jQuery, JavaScript. Tu codes depuis petit ou Prizzi.com, tu l'as monté je crois à 19 ans, c'est bien ça ? Ouais, même un peu avant encore. Tu codais déjà petit ou à l'époque on disait programmer, mais Ouais, c'est vrai. Je suis tombé là-dedans en 5e en fait, donc vraiment tout jeune, à la faveur du club informatique du collège et ça a été une révélation pour moi de découvrir le QBasic à l'époque et ça m'a jamais quitté. Et comment t'es venue l'idée d'être entrepreneur ? C'est la profession de tes parents, une vocation ? Alors, vraiment non, ça s'est fait par hasard. L'argent peut-être, l'attirance de l'argent peut-être aussi ? Même pas, non, c'était Même pas ? en fait, j'avais déjà, créé à titre perso quand j'étais lycéen les débuts de Prizzi, le site de jeu et en fait, arrivé en fait à l'été, entre ma première et ma seconde année de DUT, les premiers revenus publicitaires que j'avais à l'époque, c'était essentiellement des clics sur des bannières où on était payé 1 franc le clic, on était encore en francs et puis, un jour, j'ai eu une opportunité où un annonceur m'a proposé d'acheter, ma base de données de joueurs. Bon, à l'époque, on parlait pas encore de RGPD, la CNIL était loin. Du coup, j'ai dit: «Bah, très bien, allons-y». Mais par contre, quand ensuite l'annonceur m'a envoyé le contrat et je lui l'ai retourné et qu'il a vu que j'agissais à titre particulier, il a dit: «Ah non, mais on peut pas acheter une base de données comme ça à un particulier, il faut absolument que vous soyez une société». Ah d'accord, bon, mais alors si je crée une société, est-ce que ça résout le problème? Ah bah oui et du coup j'ai consacré, mes vacances d'été entre ma première et ma seconde année de DUT à créer, mon entreprise Prizzi, pour pouvoir en fait, voilà, de manière complètement opportune, pour pouvoir finaliser ce contrat. Mais à l'époque, c'était que des bannières, c'est ça ? Alors au début, c'était que des bannières et puis les premiers envois de mails publicitaires. Des bannières, c'était quoi ? Tu créais quoi donc des gifs animés ou c'était quoi ? C'était des bannières rotatives ? C'était quoi pour l'époque ? Parce que là, on parle de 2000, hein, tu es un dinosaure du web presque. Hein. Et ouais, bah, c'était les premiers formats 468 par 60, Ouais. voilà, effectivement les petites bannières qui s'affichaient, pour des annonceurs, c'était essentiellement des premiers marchands d'informatique, des premiers voilà, les tout premiers services, web qu'on pouvait acheter, essentiellement de la vente par correspondance. Et ça fonctionnait comment à l'époque ? C'était des impressions où tu cliquais, tu avais un back-office qui te permettait de voir un peu le ROI, ou enfin le retour sur investissement ou... Alors, à l'époque, on mesurait pas encore le ROI, hein, c'était vraiment les débuts du tracking. C'était les publicités, j'étais payé essentiellement au clic. J'étais payé, 1 franc le clic sur la plupart des publicités qui étaient cliquées. Prizzi.com, en 2000,
Alors, je vais quand même présenter parce que ça donne un peu le tournis, hein. Donc, d'abord, je suis tombé sur une copie d'écran que je mettrai sur les notes du podcast, où c'était, je trouve, vachement précurseur, avec un espace client, avec deux langues. C'est vraiment un portail. Tu me diras, à l'époque, c'était la mode des portails. Les chiffres donnent le tournis. Donc, pour l'époque, 40 000 visiteurs uniques par jour. Même aujourd'hui, ça fait rêver. Quand tu as vendu le site en 2012, tu faisais près de 14 millions de chiffre d'affaires, 1 million, un peu moins de 2 millions d'euros de résultats, 37 millions de joueurs, 150 personnes. En 2006, le site s'est classé pour la première fois devant le site de la Française des Jeux. Et puis, pour terminer ces chiffres, pour assommer tout le monde, tu as été donc la première plateforme européenne de jeux concours et en 2006, tu reçois un prix Deloitte pour une croissance, tenez-vous bien, de 6577% sur 5 ans. Tiens, 1000% par an, c'est bien ça? Un peu plus? Ça fait une belle croissance, Ouais. oui. Comment ça t'est venu et comment était l'industrie du jeu à l'époque en 2000? Explique-moi un peu le début de Prizzi. En fait, au départ, j'ai commencé, donc quand j'étais en terminale, par simplement créer différents petits sites internet, dont un sur lequel j'organisais de manière quotidienne hebdomadaire, un tirage au sort avec des petits cadeaux informatiques, des souris, des tapis de souris, financés par la publicité. Et puis c'est quelque chose qui a vraiment pris, qui s'est développé. J'y ai rajouté un premier jeu, une sorte de petit jeu à gratter avec des cases à découvrir, puis un deuxième, un troisième, et en fait ça a vraiment pris de l'ampleur et m'a ensuite amené à créer ma société et vraiment à le développer pour en faire une vraie plateforme complète de jeux. Comment ça fonctionnait? Tu étais quel langage à l'époque? C'était avant le Flash Alors, même, hein? C'était quand avant le Flash, hein, je pense, hein? ah oui, dans les débuts du début, la partie back office était en Ouais. Perl, et les premiers éléments en front, c'était effectivement de l'HTML avec un petit peu de JavaScript et puis après d'appelet Java, avant que le Et Flash c'est toi arrive. qui codais tout ça? Alors, ben, l'essentiel, oui. Après, du coup, quand j'ai commencé à partir de 2001-2002 à avoir de l'aide, à constituer une équipe autour de moi, j'ai pu renforcer les compétences. Mais j'ai vraiment codé une bonne partie pendant longtemps. À l'époque, il n'y avait pas de HTTPS. Tu avais quoi, une sorte de paiement en ligne? Ça fonctionnait comment? Déjà, est-ce que tu t'es déjà fait hacker? Parce qu'à l'époque, sans sécurité, ça marchait comment? Il y a toutes les failles. Aujourd'hui, tu palliais à tout? Alors non, globalement, on a eu la chance de jamais avoir eu de hack. Bon, c'est vrai que la partie sécurité, c'est un sujet auquel j'ai toujours été très tôt Mmh. sensibilisé, donc du coup, on a pris les bonnes mesures. Maintenant, les choses étaient aussi assez différentes puisque à l'époque, pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment de paiement qui était demandé puisque c'était de la financement par la publicité et les débuts du paiement sont arrivés plusieurs années après avec les micro-paiements. Ça a commencé avec les appels sur des numéros surtaxés pour obtenir des codes qu'on pouvait après utiliser sur le site, puis les SMS surtaxés. La carte bancaire n'est arrivée que beaucoup, beaucoup plus tard. Mais comment tu te rémunérais à l'époque, puisque tu dis plus tard, les micro-paiements sont arrivés plus tard. Donc, en cette période avant les micro-paiements, comment tu gagnais ta vie? Uniquement par les bannières publicitaires et par l'envoi de mails sponsorisés. Enfin, la AdWords ou les bannières sont arrivées quoi, en 2000 aussi, non, à peu près? Google? Oui, moi j'ai jamais vraiment travaillé avec Mmh. AdWords. J'avais essentiellement travaillé avec les régies de l'époque. J'ai le souvenir de beaucoup de Comclick, de plateformes d'affiliation, 24PM, et cetera, ou les grandes régies de Mmh. l'époque. Voilà, il y avait pas mal déjà de monde, notamment français. Alors, tu as commencé avec un jeu qui s'appelait Galaxy. C'est ça qui a fait décoller le truc? Alors effectivement, le premier jeu vraiment interactif, d'ailleurs qu'on n'a pas développé nous-mêmes et qui a été fait avec un studio bordelais à l'époque très talentueux, Motion Mmh. Twin, c'était Galaxy, notre premier jeu Flash et c'est lui qui a vraiment marqué un tournant puisque c'était vraiment le premier jeu Et interactif du c'était quoi le site. concept alors? Alors finalement, c'était une reprise d'un jeu de type astéroïde très, très Mmh. classique, mais l'originalité, c'était vraiment de l'avoir, dans cette technologie flash très novatrice pour l'époque et d'y adjoindre notre système, nous, de gains, puisqu'en fait, les gens avaient un nombre limité de parties gratuites chaque jour, accumuler des points, qu'ils pouvaient ensuite convertir en cadeaux et c'était ça qui a été vraiment le moteur du site, c'était toute cette mécanique de points et de cadeaux. Et quand tu vois aujourd'hui, et je sais pas moi, les Clash of Clans et tout ça, tu te dis, j'étais avant, quoi.
Ah ben, on a fait partie de la toute première vague de ce qui a plus tard pris le nom de freemium. Le principe du jeu gratuit, sans obligation d'achat, mais sur lequel ensuite on peut acheter des bonus, des options ou des parties supplémentaires. Alors, j'ai lu sur une de tes interviews que tu étais le spécialiste du pivot. Alors, je pense que tu as dû pivoter plusieurs fois dans ta vie. Alors, aujourd'hui, à l'époque où ça s'appelait peut-être pivot, ou même encore aujourd'hui dans le langage startup, mais il y a aussi l'agilité. Et je pense que, on va le voir plus tard, je pense que c'est peut-être deux termes qui te caractérisent. À l'époque, Prizit, alors j'ai lu que c'était initialement prévu pour du B2B et ensuite il a basculé en B2C. Comment c'est possible en B2B à l'époque? C'était cette histoire de bannière uniquement, mais pas de jeu alors du coup. Eh bien, en fait, voilà, toutes les premières années du site, le site ne vivait que des revenus publicitaires, donc un modèle B2B par excellence, puisqu'il n'y avait que les régies, les plateformes d'affiliation et les annonceurs qui me rémunéraient. Et ensuite, il y a eu toute une bascule qui s'est faite pour, en l'espace de quelques mois, basculer à 100% sur du revenu B2C avec du micro-paiement. Et on a ensuite progressivement arrêté complètement la publicité pour améliorer la qualité du site. Comment était l'industrie du jeu à l'époque en 2000? Comme tu as gardé la boîte jusqu'en 2012, tu as donc vécu sûrement l'arrivée de l'iPhone et du smartphone. Donc, je sais pas, tu vas m'expliquer si ça a changé quelque chose pour toi. 2000, c'était quoi? C'était les ordinateurs, quelques consoles de jeux, des jeux sur PC qu'on achetait sur CD-ROM, je pense, non? Il y avait quoi d'autre? Tu l'as très bien résumé. C'était ça. C'était effectivement un univers console, quelques jeux PC, mais c'était encore vraiment les débuts. Et il y avait bien sûr pas de mobile à ce moment-là. Voilà, c'était vraiment il y avait même pas encore Et Facebook. tu avais un concurrent sur la place américain? Oui, on avait tout à fait. On avait une ou deux petites structures du coup françaises ou étrangères qu'on regardait et qui du coup effectivement essayaient de faire un petit peu la même chose. 37 millions de joueurs en 2012. Comment ça progresse? Comment c'est aussi énorme? Comment tu deviens le leader européen? Tu as 20 ans, il faut te structurer, tu montes jusqu'à 150 personnes. C'est vraiment, c'est industriel, quoi. Comment un jeune de 20 ans, il arrive à... En fait, ça s'est fait de manière vraiment très progressive, au fur et à mesure que l'audience montait. On a la clé de cette progression, elle a été sur, en fait, notre mécanisme de parrainage. Aujourd'hui, ça peut paraître, c'est commun. À l'époque, c'était très nouveau, la possibilité qui a été offerte aux joueurs d'inviter leurs amis et le cas échéant, ils touchaient un bonus, en fait, de 15% sur tous les gains en points, qu'allait obtenir leur filleul. Et en fait, ça a été un moteur de viralité exceptionnel à une époque où justement les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Et c'est ça qui a fait qu'on a très très rapidement augmenté de manière exponentielle notre nombre d'inscrits et notre nombre de joueurs. Parce que pour monter à 37 millions, même aujourd'hui, hein, il faut des serveurs qui tiennent. Enfin, c'est pas toi que je vais le dire avec la suite de ce qu'on va voir, mais il faut des serveurs qui tiennent vraiment la route. C'était quel proxy? C'était quoi? Du PHP? Alors le PHP est arrivé après, effectivement. D'abord Ouais. du Perl et puis par la suite après du PHP. Les tout premiers serveurs, on a travaillé avec la société OVH et à l'époque, Ah ouais. quand elle était encore toute petite, j'avais travaillé en direct avec Octave Klaba lui-même. Les tout premiers serveurs, les premières machines dédiées ont été chez OVH quand c'était encore Un Roubaix? vraiment les débuts des débuts. Un Roubaix? Alors je sais plus physiquement où est-ce qu'il était, mais je sais Ouais. que j'avais vu des photos, c'était mis dans une chambre. Tu l'as revu ou Je l'ai recroisé après quelques années après sur un salon à Paris et puis c'est vrai qu'après on n'a pas eu l'occasion non de poursuivre beaucoup nos échanges. Une machine, donc je pense que tu avais un serveur dédié. C'était quoi? C'était IS à l'époque? C'était sur quelle technologie tu étais hébergé? Comment aujourd'hui tu fais? Parce que tu as toute cette partie Perl, tout ce que tu dis, mais à un moment, quand tu fais ce que tu fais avec 37 millions de joueurs, même une machine ne suffit pas. Qui faisait l'infogérance? C'était toi qui s'occupais de tout? Alors quand on était sur vraiment les débuts, effectivement, c'était moi, mais après, Ouais, rapidement, j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer d'une équipe talentueuse et ouais. notamment on avait bien sûr toute une équipe, de DSI, qui du coup avait en charge l'infrastructure serveur qui ensuite a effectivement beaucoup, beaucoup grossi. Et c'était vers chez toi, en Auvergne? Alors toute l'équipe était basée en effet à Clermont-Ferrand. Par contre après les Mmh. serveurs, ils étaient hébergés un peu partout. Ouais, parce qu'on va le voir également sur Udot. Alors, je t'ai dit, on en a parlé hier, je connais bien la région avec Brise d'Internet et c'est pas compliqué de recruter là-bas. Tu fais venir les gens de Paris ou d'autres villes? Alors, Tu arrives à recruter? globalement, écoute, on arrive bien à recruter, oui. Hmm. On a pour l'instant peu de gens qui viennent de l'extérieur, on en a quelques-uns, mais on a quand même un joli vivier, parce qu'on a plusieurs écoles d'ingénieurs, d'informatique Hmm. diverses et tout, donc on a un bon vivier de compétences sur ces métiers-là à Clermont-Ferrand, on a ce qu'il faut, on a un joli écosystème.
2007, l'arrivée de l'iPhone, qu'est-ce que ça change pour toi? Alors l'arrivée de l'iPhone, c'était pour nous un sujet important parce que ça a amené un nouveau média de jeu, auquel clairement on a tardé à s'adapter. C'est quelque chose où autant quand je l'ai vu arriver, j'ai vraiment senti qu'il y avait, qu'on avait un tournant, un potentiel et que ce serait quelque chose, qui allait être amené à beaucoup se développer. Autant à ce moment-là, on était nous concentrés sur d'autres étapes de développement et du coup on a tardé un petit peu à s'adapter à ce support. Tu faisais pas de jeux mobiles à l'époque? Non, pas du tout. Jusqu'à la fin, jusqu'en 2012, quasiment pas de jeux Alors après, si, bien sûr, mobiles. après il y a eu des choses qui sont arrivées, effectivement aussi bien sur la partie mobile que sur les réseaux sociaux, mais c'était un mode de fonctionnement assez différent et surtout, la principale limite qu'on avait, c'était que notre type de jeu, dans lequel on demandait effectivement du micro-paiement associé à cette possibilité de gagner un cadeau, ne rentrait pas dans les guidelines des différentes plateformes et notamment celle de l'Apple. Et du coup, ça nous pose un souci par rapport à notre modèle économique. Que je comprenne bien, sur ces 37 millions de joueurs, ils jouaient en ligne, ils gagnaient des vies, ils gagnaient, mais il n'y avait rien à gagner, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de cadeaux. Et si, justement, c'est ça, toute une grosse partie de notre métier, c'était une partie logistique et cadeaux. C'est-à-dire, on expédiait au plus fort, on envoyait 15 000 cadeaux chaque semaine. On avait notre propre entrepôt, on avait 2300 mètres carrés de logistique aux environs de Clermont-Ferrand, et j'avais toute C'est une équipe incroyable. qui traitait les envois de cadeaux. On a été, à un moment donné, le plus gros client de la Poste en Auvergne, parce que du coup, on avait des camions entiers qui venaient chaque jour récupérer nos containers de cadeaux envoyés pour les joueurs partout en Europe. Et tu faisais gagner quoi? Alors ça allait de tout petits cadeaux, des petites peluches, des planches de tatouage, des stylos, jusqu'à des choses beaucoup plus grosses, hein. On a eu fait gagner des voitures, on a fait gagner même une fois une mallette de billets de banque. Enfin voilà, c'était très très varié. Et tu sourçais en Chine, par exemple, des produits pas chers ou comment ça fonctionnait? Alors on avait vraiment de tout, on avait aussi bien des produits vraiment effectivement déjà français effectivement avec une dimension qualitative, et puis parfois sur certains produits effectivement plus un sourcing effectivement en Chine. Là encore c'était assez varié. J'avais en interne une vraie équipe d'achat et spécialisée aussi dans l'import. Tu te souviens, par exemple, le plus gros joueur? Alors Si non, tu avais des joueurs. on n'avait pas de très gros joueurs parce que là-dessus, on avait vraiment des mécanismes. On ne voulait surtout pas être assimilé à un casino ou à un jeu d'argent. Donc il y avait Ouais. tout un tas de limites qui faisaient qu'on ne pouvait pas avoir, un gros joueur. Tout était malgré tout balisé. Les lois ont changé aujourd'hui ou tu pourrais le refaire? Non, les lois ont beaucoup évolué en fait au fil du temps, et ça pourrait pas être refait aujourd'hui de la même façon. Aujourd'hui, un jeu de ce type, il entrerait dans les règles imposées par l'ARJEL et ne permettrait pas de faire ce fonctionnement-là. Alors, 2012, tu es approché par Digital Virgo, qui propose de te racheter la société. Tu te poses pas de questions, tu vends? Alors, en fait, ça a été surtout une opportunité. À un moment donné où on regardait, nous, comment, poursuivre notre développement à l'international, on étudiait différentes pistes et effectivement, ça a été un échange avec Digital Virgo qui a été une révélation, sur, la possibilité de profiter leur grande maîtrise, des circuits, de la distribution du numérique et du divertissement à l'international. On y a vu une opportunité qui pouvait permettre à Pricey de passer encore à un stade d'après. Puis on arrivait à un stade où de mon côté, je sentais aussi le moment venu j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de ce que je pouvais faire sur cette première aventure, et j'avais envie de pouvoir me consacrer à autre chose. Donc ça s'est bien trouvé. Tu communiques le prix de vente? Alors non, aujourd'hui je communique pas le prix de vente, mais c'était D'accord. une très belle opération. Malheureusement, 2013, l'année donc de la reprise, le chiffre d'affaires de la boîte est divisé par deux. Ils perdent 6 millions d'euros, là où tu en gagnais pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je crois que maintenant, complètement, le site n'existe plus. Oui, oui, ça c'est effectivement une vraie déception. Le site n'existe plus. Il y a eu sans doute un concours de facteurs. Je pense que le repreneur a connu des vraies difficultés ensuite dans la conduite de l'équipe une fois que je suis parti, et a eu de mauvais résultats sur certains choix stratégiques, de changement des mécanismes de paiement ou de certains systèmes de jeu. Et puis il y a eu aussi sans doute des facteurs externes, avec notamment des vraies évolutions législatives qui, dès l'année suivante, étaient inattendues, plus fortes que prévues, et qui ont limité les possibilités de continuer le fonctionnement tel qu'il était. Donc, ça fait un cumul de facteurs, mais qui a effectivement conduit ensuite à une vraie baisse, puis in fine, une disparition de Pricey. C'est vraiment dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vends, tu quittes la boîte directe, tu les accompagnes?
Alors moi, je suis resté au moment où j'ai vendu, je suis resté quelques mois, et puis effectivement ensuite rapidement la nouvelle équipe a souhaité pouvoir vraiment, prendre la main et conduire le projet en toute autonomie. Donc du coup, très Mmh. rapidement, je me suis consacré avec un de mes anciens associés de l'époque à la création, du coup de mon propre fonds d'entrepreneur, mon fonds d'investissement Efficiency. Mmh. Que tu as toujours? Oui, tout à fait, que j'ai toujours. Tu investis donc dans des boîtes, c'est quoi? C'est quoi? C'est du seed? Tu fais quoi Alors, comme investissement? on a été dans les tours de table entre, effectivement 100 et 500 000 €, donc on n'est pas dans le seed, Mmh. on est plutôt sur effectivement le stade juste après. On n'a pas fait beaucoup de dossiers, mais des dossiers vraiment qualitatifs qu'on a bien accompagnés, notamment, effectivement dans les beaux succès qu'on a eus, l'accompagnement de l'agrégateur bancaire Linkso. C'est rentable? Oui, tout à fait. Tu as combien de boîtes à peu près en portefeuille? Alors aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai ensuite on a beaucoup Ouais. on est sorti de la plupart, Mmh. qu'on a accompagnés. Il me reste aujourd'hui 3 structures. Dont Linkso? Non, Linkso, Ouais. j'en suis sorti il y a déjà quelques années à l'occasion du rachat ensuite par des grandes banques. C'était une très belle sortie. Allez, on va parler de Dome Raider. En 2013, tu crées Dome Raider, que tu as rebaptisé Udot. Alors, c'est très technique, on va en parler. Une première question d'abord, est-ce que tu es amoureux de Lara Croft? Pourquoi Dome Raider? Oui, c'était en effet un clin d'œil à Tomb Raider, sur le côté un peu avant Tu joues les noms de domaine. tu joues à titre personnel? Tu joues? Maintenant plus beaucoup, je manque de temps, mais je l'ai Ouais. beaucoup fait étant plus jeune, oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer en 2 minutes? Encore une fois, c'est très technique. Et moi, je travaille avec vous, je pense, depuis 3-4 ans. Grosso modo, tu revends des domaines expirés. Et ce qui nous permet, nous, site internet par exemple, de pouvoir, alors moi chez Papéo par exemple, ça nous a permis de progresser en SEO. Oh, tu vas nous l'expliquer. Explique-moi comment t'es venue l'idée et qu'est-ce que c'est Udot? Alors, fondamentalement, ce qu'on essaie nous de faire, c'est d'aider les entreprises à être mieux positionnées dans Google. Voilà, ça c'est vraiment ce à quoi on contribue. Après, comment on le fait? Effectivement, on cherche à identifier et qualifier les noms de domaine, donc tous les .com, .fr, et cetera, les centaines de milliers qui chaque mois se libèrent, puisque lorsque, quelqu'un prend un nom de domaine, il n'est pas acquis définitivement. Il est à soi que tant qu'on paye la redevance annuelle. Et puis le jour où du coup, tu arrêtes de payer cette redevance, le nom de domaine va être libéré au bout d'un certain temps et retombe, dans le domaine public et devient disponible pour tout le monde. Alors parmi ces centaines de milliers qui se libèrent chaque mois, l'immense majorité d'entre eux n'ont pas plus d'intérêt que ça, c'est des noms particuliers ou autres, ou c'est des projets qui n'ont pas abouti. Mais par contre, il y a un tout petit pourcentage qui, eux, ont une vraie valeur, soit parce qu'ils ont un très joli nom, un nom très court, un nom générique, soit, et c'est ceux qui nous intéressent, parce qu'ils ont un historique de référencement. C'est-à-dire ce sont des sites qui ont existé et qui ont eu des liens venant d'autres sites, de blogs, de sites d'actualité, de plateformes. Et cela, on sait aujourd'hui, nous, les capturer, c'est-à-dire faire en sorte qu'au moment où ils se libèrent, à la fraction de seconde où ils sont libérés, on les re-réserve, on les récupère, pour ensuite les recommercialiser et les valoriser, c'est-à-dire faire en sorte de mettre un nouveau contenu dessus qui va permettre de mettre des liens et donc, in fine, d'aider au référencement et donc de permettre aux entreprises d'être mieux positionnées dans Google. Alors, on va parler de référencement parce que, enfin, moi, c'est vraiment, on en a parlé. Moi, j'ai fait pas mal de formations à titre personnel sur le référencement. Moi, j'ai pas mal de copains qui montent de l'e-commerce et qui me disent, je comprends pas pourquoi je sors pas dans les classements. Ça sera l'objet d'une partie tout à l'heure. Je voudrais qu'on reste sur ça. En fait, ça s'appelle du snapping. Ça fonctionne comment? Tu dis, effectivement, je vais payer jusqu'au 1er juillet le domaine. Ensuite, il va. Alors après, c'est un peu plus complexe que ça parce que je pense qu'après, il rentre en période de rédemption, c'est-à-dire où le propriétaire n'a pas payé, le domaine n'est plus accessible, mais le propriétaire est encore prioritaire. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et ensuite, au bout de 2 mois ou 3 mois ou je sais pas combien, il rentre dans le domaine public et c'est là pile poil que tu vas donc le snapper. Quoi, il y a des registres? Comment ça se passe? C'est quoi? Donc, je pense que tu as des robots. Oui, Donc, c'est plus rapide que si moi je clique sur j'achète? Oui, alors déjà, en fait, nous, on est même bureau d'enregistrement accrédité auprès de plus d'une vingtaine de registres dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait l'effort d'être vraiment enregistré et fait toutes les démarches et tous les tests techniques nécessaires pour avoir un accès direct au serveur de Mmh. chacun des registres. Et donc, du coup, effectivement, nous, on a accès à des commandes qui permettent d'être effectivement bien plus rapides que n'importe qui chercherait à le faire par ses propres moyens.
Comment ça fonctionne? Il y a une base, il y a comment tu snaps en fait? C'est quoi? C'est comme une sorte comme du scrapping? Alors, tu as en fait, on va dire une 1re étape un peu de scrapping avec en fait des Mmh. robots qui, pendant la période de rédemption, scannent tous les noms de domaine, qui existent et Mmh. vérifient est-ce qu'ils sont potentiellement dans cette période de rédemption et si oui, là on les qualifie, on a d'autres robots qui vont ensuite aller collecter un maximum de métriques dessus pour pouvoir justement identifier lesquels ont de la valeur. Une fois que ça c'est fait, on les propose à nos clients en précommande. Ils peuvent dire: «Tiens, lui m'intéresse» et nous, on est capable, par des algorithmes et par notre expérience, de savoir à quel moment le nom de domaine va se libérer, de manière plus ou moins précise selon les extensions, parce que les règles changent. Et ensuite, c'est enfin, effectivement, d'autres robots qui prennent le relais et qui, dans les derniers instants, font en sorte d'utiliser toutes les différentes licences, toutes les connexions qu'on peut avoir pour essayer d'envoyer la bonne requête au bon moment. On ne sait jamais avec précision à quel moment ça va être. Ça se joue parfois quelques millisecondes pour faire en sorte que, entre nous et nos concurrents, ce soyons nous qui soyons les premiers à l'obtenir. Tu peux par exemple partager le même domaine que Kifdom, qui est un de tes concurrents par exemple. En l'occurrence, moi ma boîte s'appelle papeo.fr et j'ai fait appel à vous, à Kathleen d'ailleurs, qui m'avait aidé sur ça, pour avoir un domaine qui s'appelait papeo.net. Mmh. Et en discutant avec elle, elle m'avait dit mais vous ne serez jamais aussi rapide que nous, donc vous l'avez récupéré effectivement. Si par exemple papeo.net était pareil enregistré dans les robots de Kifdom, qu'est-ce qui fait que toi tu vas le prendre plus rapidement qu'eux, ou vous êtes sur des domaines différents? Alors non, ça va être effectivement avec nos concurrents, c'est une vraie, une sorte voilà, de bataille instantanée qui se met en place, dans laquelle on va dire, les différentes parties ont un nombre limité de requêtes ou de possibilités et clairement derrière, c'est une sorte de jeu d'échecs informatisé. C'est une bataille d'algorithmes. C'est à celui qui aura à la fois, le meilleur algorithme et en même temps les meilleures armes, c'est-à-dire le nombre maximum de connexions, le nombre maximum de licences et là, il y a tout un réseau effectivement qui se met en place, avec des licences partenaires, avec, des opérateurs multiples pour optimiser nos chances. Mais par exemple, le domaine qui va être chez GoDaddy ou chez Network Solution ou quoi, donc à chaque fois, tu as des API où tu vas acheter. Donc, il faut que tu développes des API pour aller acheter chez toutes ces plateformes différentes. Ouais, il y a plein de effectivement pour chaque, il y a énormément de développement derrière. Il y a une grosse équipe, hein, on est une quinzaine de développeurs rien que là-dessus, pour pouvoir Mhm. gérer les interconnexions avec tous les registres, s'adapter dans toutes les règles et dans tous les pays, parce que c'est différent à chaque fois. Et comment ça t'est venu donc cette idée? Tu m'as pas répondu. Comment tu peux arriver? C'est ultra tech quand même. Alors, en fait, ça s'est fait de manière, là encore, un peu par, de manière aléatoire ou en tout cas inattendue, puisque, au départ, lorsque je faisais différentes expérimentations autour en parallèle d'Efficiency ou pour chercher des nouvelles idées business, heu Après, Prezi, tu bossais pas. Tu investissais, mais tu avais du temps. ou en parallèle de la création d'Efficiency, je passais bien sûr du temps à étudier les dossiers, mais j'avais effectivement également Oui. du temps disponible et du coup, je l'avais consacré à de la recherche avec un développeur pour m'aider justement de nouvelles opportunités business. Mais à l'époque, il existait ce genre de boîte? Alors non, il n'y avait pas encore vraiment de drop catcher. Il y avait des gens qui le faisaient un petit peu de leur côté, mais uniquement pour eux, de manière artisanale. Sur la partie en tout cas européenne, on avait des concurrents américains, mais qui n'étaient pas présents sur le marché européen. On a été les premiers. Justement, au début de Udot, vous faisiez uniquement des achats directs. Au début, c'était quasiment que le .fr, c'est ça? Et après, vous avez développé au .com et au .be et au point extérieur? Ouais, c'est vrai. On a commencé d'abord avec l'extension française et ensuite on s'est petit à petit, on a pris et obtenu des licences auprès d'une vingtaine d'autres registres dans le monde. Ça veut dire que, par exemple, si tu fais du .fr, tu es obligé de développer donc Gandhi, OVH, les différents bureaux d'enregistrement à chaque fois pour acheter. Alors, les autres, en fait, justement, les Gandhi, les OVH, sont aussi, comme nous, des bureaux d'enregistrement accrédités. Donc, on n'a pas besoin de s'interconnecter avec eux. Nous, on a besoin de s'interconnecter avec le registre, c'est-à-dire l'autorité supérieure de chaque extension. En l'occurrence, La pour FNIC. .fr, c'est la FNIC. Alors aujourd'hui, vous êtes combien chez Udot? Alors aujourd'hui, on est 35. 35. Combien de clients à peu près? Parce que c'est qui? Ce sont des agences, c'est pas donné à n'importe qui en fait d'acheter un nom de domaine. Il faut comprendre. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'adresse vraiment à une clientèle B2B spécialisée, d'agences Mmh. SEO et de référenceurs indépendants.
Vous êtes passé de 5 euros de l'époque à 20, je crois, aujourd'hui, il me semble, à peu près. Et puis surtout, vous avez pas mal développé le système d'enchères. C'est plus rentable? Alors on a testé beaucoup de modèles économiques avec le temps pour arriver à trouver effectivement le bon pricing. Donc on a effectivement Hmm. fait évoluer pas mal dans le temps, dans un sens comme à la hausse comme à la baisse, les prix minimum d'achat, les prix minimum de backorder et les enchères. Bien sûr que c'est effectivement la partie enchère qui sur les noms de domaine elles-mêmes est la plus intéressante. Quelle est l'évolution possible? C'est quelque chose qui peut durer indéfiniment ou là, je vois par exemple au niveau des points .com, enfin des points .fr, l'AFNIC fait bien son rôle, donc on va en reparler. Les points .com, tout ça, ça peut évoluer, ça peut changer. Est-ce que ton système d'achat peut un jour devenir obsolète? Tu peux ne plus acheter? Alors, on est obligé en fait de faire évoluer les algorithmes en permanence parce qu'en fait, ça bouge tout le temps. En revanche, sur le fond de notre métier, il est et restera dans la mesure où c'est une règle qui, au contraire, a plutôt tendance à s'harmoniser au niveau mondial de plus en plus sur la façon de gérer la titularité des noms de domaine et les différentes règles de libération, qui ont plutôt tendance à s'homogénéiser. Comment tu finances tout ça? Tu as fait des levées de fonds, tu l'as autofinancé avec ton fonds? Alors, tout le lancement, effectivement, j'ai pu l'autofinancer, avec mon fonds et puis avec différents partenaires, bancaires, y compris BPI et par la Mmh. suite, à partir de 2007, on a également développé une nouvelle branche d'activité, qui elle a fait l'objet d'une levée de fonds en crypto-monnaie. On va en reparler, l'ICO. Réussi d'ailleurs, je m'en souviens. Puis vous avez fait pas mal de communication tout autour. Donc, juin 2016, tu rentres à l'AFNIC, au conseil d'administration. Je voudrais que tu nous expliques un peu les grosses différences avec les domaines français, les domaines de type .com, .io, surtout qui sont... Alors moi, quand j'ai commencé sur l'Internet, tu avais grosso modo .fr, .com, .org, .net, tu n'avais pas grand-chose. Aujourd'hui, tu as tout. Euh, et je vois par exemple Udot, vous êtes .io, que tu as le .fr. Alors je n'avais pas vu que tu avais le .com par exemple. Alors peut-être qu'il était trop cher ou pas dispo. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un domaine qui est plus valorisant ou valorisé pour le SEO, pour le référencement naturel, ou c'est tout pareil? Non, là, ça n'a pas d'influence sur le SEO. Très concrètement, aujourd'hui, tu vas avoir une influence en termes de, on va dire, de facilité de mémorisation pour les clients et ils vont Mhm. effectivement accorder une importance ou une confiance supérieure sur des extensions qu'ils connaissent, mais ça n'aura pas d'influence sur le SEO. Mais dans les algos Google, par exemple, j'ai lu aussi il donne plus d'importance à un domaine qui est acheté pour 5 ans ou pour 10 ans que plutôt pour un an, que c'est toujours d'actualité. Alors, je sais que c'est un peu obscur l'algorithme Google, mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, c'est une supposition. Après, si Hmm. si ça doit avoir un effet, c'est extrêmement minime à l'échelle de tous les autres critères. Au niveau de la FNIC, qui font bien leur rôle, par exemple, on prend le cas de, je sais pas moi, Orange.fr, par exemple. Euh, Aujourd'hui, je peux pas, alors qu'avant, oui, je peux pas acheter, par exemple, le domaine, s'il était libre, évidemment, orange.fr, à moins peut-être d'être fabricant d'Orange et éventuellement d'avoir une légitimité. On peut plus déposer des domaines comme avant. Au tout début, quand j'ai commencé, il y avait des gens qui achetaient tout un tas de domaines et qui les revendaient au plus offrant. Sur le .com, c'est encore comme ça. Comment ça a évolué? Quelle est la législation sur le .fr? Alors, globalement, rien ne t'empêche toujours aujourd'hui de réserver des noms de marque. C'est-à-dire, rien ne t'empêche techniquement de le faire, que ce soit sur le .fr ou sur d'autres. En revanche, effectivement, beaucoup de choses ont évolué autour des procédures d'arbitrage avec les années, et tous les registres ont maintenant une procédure d'arbitrage extrajudiciaire, c'est-à-dire un système qui permet justement, qui est là notamment pour lutter contre le cybersquatting, et qui permet à un titulaire, un ayant droit légitime, de pouvoir contester l'enregistrement d'un nom de domaine et pas d'être racketté par quelqu'un qui chercherait à le déposer à leur place. Donc dans le cas par exemple du .fr, la procédure s'appelle le CIRELI. Le Cirelli? Oui, tout à fait. C'est le nom de la procédure d'arbitrage qui permet à quelqu'un de dire, bah voilà, j'estime que quelqu'un a déposé un nom de domaine qui me porte préjudice et voilà pourquoi. On le justifie et en quelques mois, l'AFNIC peut prendre la décision de retirer le nom de domaine de celui qu'il avait réservé et de l'attribuer au demandeur. À l'époque de l'AFNIC, moi je m'en souviens, on déposait un nom de domaine, il fallait envoyer une justification, c'est-à-dire un cabis par exemple, pour dire qu'on était bien propriétaire de la marque. Maintenant c'est fini, maintenant tu déposes n'importe quel domaine. Moi j'ai azoulay.fr par exemple. Donc c'est facile, c'est en 2-2, on clique et c'est fait. Euh, Moi j'aurais cette légitimité de garder le azoulay.fr si il y a une boîte qui s'appelle Azoulay par exemple qui me le réclame.
Alors oui, donc la liste des règles effectivement est très vaste, mais vraiment pour pouvoir obtenir, pouvoir récupérer toi tu as la certitude à partir du moment où ton enregistrement est légitime et où il a été fait en plus avant, tu as absolument aucun souci à te faire. La procédure, elle est vraiment là pour lutter vraiment contre le cybersquatting, par des gens qui vraiment auraient délibérément réservé des noms de domaine dans le but de nuire, à quelqu'un, d'usurper une marque de manière claire. Et il faut pouvoir en amener la preuve. Et ces fermes, ces parcs à domaine, alors on va reprendre mon cas, excuse-moi, parce que je le connais bien. Moi, j'ai par exemple papéo.fr et un jour, j'ai reçu, alors je regardais, d'ailleurs, je vous avais contacté, je regardais le domaine papéo.com qui arrivait à expiration. Donc, j'ai appelé vos services. C'était trop tôt pour essayer de le snapper. Le domaine est chez GoDaddy, par exemple. Puis, donc, il y avait un système d'enchères à peu près comme chez vous. Initialement, on me dit de faire une proposition à 1 500 euros. Et puis, quand on a vu que je m'étais intéressé au domaine, d'un coup, c'est passé à 10 000 en disant que c'est un domaine premium. Alors bon, papéo.com, c'est pas non plus orange.com, quoi. Comment ça se fait que eux, là-bas, alors GoDaddy, je pense que c'est une boîte américaine, comment ça se fait que eux peuvent détenir des domaines sans aucune légitimité? Alors, donc déjà, il y a une procédure également d'arbitrage sur les .com, qui est l'UDRP, bon, mais qui est beaucoup plus coûteuse. Faut clairement effectivement pouvoir la lancer, considérer dès le départ que juste le fait de porter plainte, tu vas en avoir avant d'avoir compris ce qui t'arrive pour plusieurs milliers de dollars de budget, et c'est encore nettement plus complexe. Mais au-delà de ça, dans le cadre de GoDaddy, eux, ils ont un process qui consiste, comme ils sont le premier registraire au monde, derrière à revendre eux-mêmes les noms de domaine qui expirent de leurs clients, sans même passer par la phase justement de rédemption ou par les autres snappers. C'est très malin de leur part. La loi américaine ou les consignes imposées par VeriSign le leur permettent. On peut pas faire ça effectivement nous. Du coup, ils ont un peu tous les droits sur ces noms de domaine, et notamment rien ne les empêche effectivement de les vendre. Alors après, là encore, ça empêcherait pas à quelqu'un de tenter de faire une procédure vraiment contre le cyberclotting. Encore faut-il le prouver. Encore faut-il vraiment prouver qu'au moment où le nom de domaine il a été enregistré, c'était dans une intention malveillante et qu'il est utilisé aujourd'hui de manière malveillante pour déformer ou abîmer l'image d'une marque qui aurait une certaine notoriété. C'est en général plutôt compliqué à prouver, parce qu'il a sans doute une histoire, ce nom de domaine, et à l'origine, il avait sans doute bel et bien été enregistré par quelqu'un qui en a fait quelque chose. Alors, on va parler de SEO. Alors, le SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Alors, pour certains, c'est assez obscur. Moi, j'ai fait pas mal de formations. C'est assez logique, je trouve. Je voudrais que tu expliques un tout petit peu, toi l'expert. Les gens te demandent, et ils doivent te demander également à toi, pourquoi on ne remonte pas dans les classements Google. On sait que Google, ça représente 90% du trafic, du référencement. Aujourd'hui, on s'occupe que de Google, même si on pourrait parler de Bing ou de Quant. Quels sont les trucs importants pour être bien placé? Des pages bien construites avec des balises, du contenu pertinent, des backlinks, donc des liens rentrants, des blogs. Donc c'est là que tu interviens. Donne-moi un peu les astuces et à quoi vous servez pour être meilleur. Juste avant ça, à l'époque où j'ai moi commencé dans le référencement, il y avait des petits logiciels, des shareware ou même des freeware que tu pouvais acheter qui te permettaient d'aller inscrire ton domaine dans tout un tas d'annuaires. Est-ce que le fait de travailler avec Qdot et de créer des backlinks comme ça, c'est pas dangereux pour que Google se dise à un moment, ce ne sont que des backlinks qui ne servent que pour du référencement naturel et c'est pas des vrais backlinks. Alors je voudrais que tu m'expliques un peu tout ça. Alors, bon, c'est une vaste question. Oui, Donc, on va essayer de prendre déjà dans le bon ordre. Alors, le référencement, c'est quoi? En fait, Google cherche en permanence à donner aux utilisateurs les réponses les plus pertinentes. Quand vous dites, je voudrais acheter un sèche-cheveux, etc., il va tâcher de comprendre ce que vous voulez. Vous voulez acheter un sèche-cheveux, ok? Et il va essayer de vous proposer les meilleurs. Seulement, comme ça reste une machine, il n'a pas d'appréciation subjective. Pour pouvoir afficher les différents sèche-cheveux, il va essayer de les classer de manière algorithmique. Et en fait, pour ça, il va s'appuyer sur un faisceau d'indices lui permettant de savoir, parmi les 200 000 sites qu'il a qui parlent de sèche-cheveux, lequel il va vous présenter et dans quel ordre sur la première page. Et en fait, ce faisceau d'indices, ça va être à la fois
ce qu'on appelle du on-site, c'est-à-dire il va aller lui regarder les 100 000 sites de sèche-cheveux et il va aller étudier lesquels ont le plus de contenu, lesquels sont manifestement a priori les plus intéressants, les plus riches en informations. Ça c'est un premier critère. Et ensuite, comme malgré tout il en reste encore beaucoup, il va s'appuyer sur ce qu'on appelle le off-site, c'est-à-dire toutes les informations externes qu'il peut glaner, qui peuvent lui permettre de savoir quel est le site qui est plus pertinent qu'un autre. Et en fait, pour ça, il va s'appuyer sur notamment la notion de backlinks ou de références externes. C'est-à-dire, il va aller voir euh, tous les autres sites qui potentiellement font à un moment donné un lien ou une référence vers le site en question. C'est également le cas des réseaux sociaux. Et en fait, il va partir du principe, tout simple, de dire, eh ben, s'il y a 10, 100, 1000 autres sites qui, à un moment ou à un autre, parlent du site X, et font un lien vers lui, il y a quand même de grandes chances que c'est qu'il soit plus pertinent que les autres, qu'il soit plus légitime. Et c'est la base de tout l'algorithme de Google, c'est de faire en sorte de classifier comme ça les sites. Et donc, bien sûr, commercialement, quand vous faites partie des 100 000 sites de sèche-cheveux, et vous avez envie de faire en sorte que ce soit le vôtre le plus pertinent, eh bien, vous allez avoir une partie de travail pour faire en sorte que sur le site même, vous avez le contenu le plus qualitatif possible, faire en sorte que vraiment votre contenu soit intéressant, vous parliez de sèche-cheveux, d'articles de sèche-cheveux, de tout savoir sur les sèche-cheveux, des vidéos, des blogs, un catalogue de produits. Mais il va falloir aussi beaucoup travailler sur l'externe et donc faire en sorte de développer le nombre de références vers votre site, le nombre de liens qui viennent d'ailleurs, le nombre de citations sur les réseaux sociaux qui vont permettre d'amener les visiteurs et d'amener des informations ou des gens de manière pertinente vers votre site. Et c'est là que nous, on intervient. On fait en sorte avec notre solution de proposer à des sites, de créer des sites qui ont du contenu et qui eux-mêmes vont pouvoir intégrer des liens pertinents et qualitatifs vers votre site et ainsi vous permettre de monter dans les moteurs de recherche. Alors, pour répondre maintenant à la deuxième partie peut-être de ta question, sur effectivement les éventuels risques associés à ça, bien évidemment, Google n'a aucun intérêt à laisser des gens hacker son algorithme et donc se mettre à faire en sorte que des sites non légitimes remontent dans les moteurs de recherche. Et il y a des gens qui ont tenté des techniques consistant justement à se créer énormément de liens artificiels, de liens peu qualitatifs, pour remonter dans les moteurs de recherche. Et ça, c'est ce que Google cherche à sanctionner. En faisant en sorte de les détecter et de les déclasser. Nous, on fait très attention à ça depuis le début, en faisant en sorte qu'à aucun moment on se positionne en vendeur de backlinks ou en vendeur de choses non qualitatives. Nous, on ne propose que des prestations dans lesquelles on crée du lien et du contenu de qualité qui vous appartient, qui fait partie de votre réseau de sites à vous, ce qui là est une pratique tout à fait autorisée. Donc non, on n'a pas en tout cas du tout d'inquiétude sur l'utilisation de ce qu'on propose pour des gens qui travaillent sur le référencement. Alors, c'est un domaine que je connais bien parce que on l'utilise tous les jours pour être. Enfin, moi, je crois beaucoup au SEO parce que c'est le SEO par rapport au SEA qui serait ce qu'on peut résumer par l'AdWords, par exemple. L'AdWords, c'est facile, tu payes et tu es directement en première page ou en haut en fonction du prix que tu mets. Par contre, tu arrêtes de payer, tu disparais instantanément. Le SEO, c'est très long. Mais quand tu y es, si tu arrives à te maintenir, évidemment. Au niveau des backlinks, par exemple, alors moi, je travaille avec des boîtes comme Semjuice, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Des boîtes comme Semjuice ou évidemment une agence qui nous fait du rédactionnel. Par exemple, on a des bonnes pratiques. On ne va pas faire 100 backlinks, donc 100 liens rentrants par mois, où on va les limiter à 5 ou 6, parce qu'on ne veut pas que Google s'imagine qu'on crée des liens pour monter en référencement. Est-ce que tu confirmes cette pratique ? Bien sûr. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, peut être une action qui ne paraîtrait pas naturelle, notamment effectivement une création massive et dans un laps de temps très court de différents liens, risque d'être détecté par Google comme une tentative de tout simplement on va dire de fausser son algorithme et donc sera au mieux neutralisé, au pire pénalisé. Donc, au niveau du référencement, les backlinks, on a bien compris. Après, c'est comme dans la vie. Plus on parle de toi, plus tu es célèbre. Et forcément. Est-ce que c'est vraiment le marqueur le plus important ? Quand on prend votre site, que je veux acheter un domaine, il y a plusieurs métriques. Ça aussi, je voudrais que tu me l'expliques pour ceux qui vont aller sur udot.io et qui vont vouloir acheter un domaine. Tu as donc les citation flow, les trust flow, les majestic. Ça aussi, je voudrais savoir ce que tu peux m'expliquer ce qui est le plus important pour pouvoir acheter un domaine et se faire envoyer du jus, parce que ça s'appelle du jus, c'est-à-dire le plus de puissance possible vers ton domaine, parce que pour être célèbre, encore une fois, si plein de personnes te connaissent,
tu deviens célèbre. Mais si tu as aussi un lien avec des gens encore plus célèbres, tu devais devenir de plus en plus célèbre. Autrement dit, plus le site a de puissance, plus Google va considérer que le jus qui te ramène, c'est-à-dire le backlink ou le lien qui renvoie vers ton site, a de l'importance. Autrement dit, si moi je crée un domaine et que j'ai en première page de Google, en première page de Apple, en première page de Microsoft, en première page de Facebook par exemple, un lien qui vient vers ma boîte, c'est quand même 10 fois mieux que d'avoir un petit annuaire qui a peu de métriques. Tu confirmes, est-ce que c'est ça? Bien sûr, tout à fait. Tu l'as très, très bien imagé et très bien résumé. Oui, le netlinking, c'est aujourd'hui un critère essentiel dès lors qu'on est sur des requêtes un peu concurrentielles, ce qui est quand même souvent l'intérêt. Et effectivement, Google ne va pas évaluer tous les liens de la même façon. Il va pas considérer que c'est uniquement une question de quantité, mais il va avant tout s'attacher à la qualité. Et c'est effectivement cette notion de confiance qu'il va avoir dans un site. Et donc typiquement, tu prends effectivement des sites ultra renommés, des Apple, des Google ou notamment tous les sites du gouvernement, le moindre lien qui sort de ces sites et qui va chez toi a une valeur inestimable et potentiellement un seul très beau lien peut te propulser dans le classement si c'est un lien effectivement avec beaucoup de confiance accordé par Google. Et c'est tout l'intérêt effectivement de solutions comme les nôtres, et c'est pour ça qu'on classe les sites ainsi. C'est que ce qui intéresse nos clients, c'est justement de récupérer des noms de domaine qui ont beaucoup de jus, qui ont beaucoup d'historique. Chez nous, pour te donner un exemple, le nom de domaine parmi les noms de domaine qui se sont le mieux vendus, les plus chers chez nous, il y avait notamment unenuitdebout.fr, dont tu peux, j'imagine, assez facilement voir le lien avec une période politique française assez forte et qui du coup était un lien qui avait énormément de trust. Qui avait beaucoup de citations médias ou de citations gouvernementales. On a eu aussi d'anciens sites qui appartenaient notamment à un ancien site du recrutement du ministère de la Défense qui pendant très longtemps a eu encore des liens qui pointaient vers lui venant de différents sites gouvernementaux. C'est le genre de choses très recherchées. Dans les métriques, qu'est-ce qui compte en fait, hein? Alors ils comptent un peu tous, c'est pour ça qu'on essaie de bien les synthétiser. Autour, nous, on a fait un méta-indicateur, le RadarRank, qui justement est un calcul synthétisé de tous, pondéré selon les éléments les plus importants. Mais globalement, dans les choses qui comptent le plus, et qui sont le plus pris en compte, c'est des éléments comme notamment le trust flow de Majestic, qui fait partie des critères essentiels sur cette Donc notion c'est de confiance. l'indice de confiance. Ouais, tout à fait. Il faut pas le lire tout seul, il se combine à d'autres, mais c'est un élément important. Et le citation flow, c'est quoi? Alors c'est plus lui un indicateur quantitatif que qualitatif. Donc il est important plutôt en analyse de ratio entre si tu as en fait un citation flow trop déséquilibré par rapport à un trust flow, ça peut t'indiquer que c'est un site qui était spammé ou qui n'est pas forcément très naturel. Moi qui suis dans l'imprimerie, par exemple, quand je vais chercher un domaine sur Udot, je vais quand même dans le moteur de recherche taper imprimerie pour avoir alors j'en ai quelques-uns qui sont sortis, je crois que j'étais hier ou avant-hier. Est-ce que si, par exemple, j'ai un site, je sais pas moi, de sèche-cheveux qui s'est libéré avec des super metrics, mais que je fais un lien, que je l'achète et que je fais un lien sur de l'imprimerie, est-ce que ça va fonctionner ou c'est pas légitime? Alors oui, ça peut fonctionner. Il y a une croyance populaire qui consiste à penser qu'il faut absolument uniquement avoir des liens venant de sites dont la thématique est similaire. C'est une erreur. Ça peut très très bien marcher si c'est bien fait. Les conditions à respecter, c'est que sur le site, sur le nom de domaine que tu as racheté, tu aies bien une reprise des mots-clés ou des thématiques d'origine. C'est-à-dire, si tu as racheté un site qui parle de sèche-cheveux, il faut que tu fasses un article qui, effectivement, utilise bien les bons mots-clés, parle de sèche-cheveux. Mais par contre, dans ton article qui parle de sèche-cheveux, il peut y avoir un paragraphe ou quelque chose qui, là, renvoie vers de la papeterie ou quelque chose qui te concerne toi. C'est complètement admis et c'est très efficace. Quand je vais acheter un domaine qui a par exemple 200 backlinks, si je prends ton domaine que j'ai acheté chez toi, que je le démonte, c'est-à-dire qu'en fait, qui était un site qui avait par exemple un site d'e-commerce, que je mets dessus un site WordPress avec une autre URL, je vais perdre le bénéfice. Alors, pas forcément, parce que là encore, ce qui compte, c'est vraiment ce respect en fait de l'origine. C'est-à-dire ce que Google va repérer et qui va faire, qui va neutraliser tout de suite, c'est si par exemple tu avais avant, tu reprends un nom de domaine qui parlait, on va reprendre nos exemples de tout à l'heure, tu reprends un nom de domaine qui parlait de sèche-cheveux, et toi t'arrives
et dès le départ, tu te mets à y coller des articles qui parlent de papeterie. Il n'y a plus aucun lien entre les deux. Ça, Google va s'en rendre Mmh. compte. Il va s'en rendre compte tout de suite et il va tout simplement annuler un peu l'effet de ce jus. Donc là, tu vas perdre le bénéfice. Si tu renvoies l'utilisateur vers un contenu qui n'a plus aucun rapport, il voit qu'il y a un changement brutal de thématique et ça perd pas mal de son intérêt. La thématique est indiquée dans Udot? Oui, tout à fait. On Heu, t'indique à la fois d'accord. donc la thématique d'origine, mais on t'indique également les encres de tous les liens qui pointent vers ce site. Et tu as un vrai intérêt à faire en sorte d'arriver à replacer dans ton texte ou dans tes articles justement au moins une partie des encres les plus utilisées. Bon, et finalement, donc les liens, bon, on voit que c'est quand même numéro un. Ensuite, tu en fais quoi de tes liens? Parce que bon, soit tu veux le récupérer pour faire ton domaine, pas de problème, mais bon, ça serait un peu rare que le nom de ta société porte exactement le nom du domaine expiré. Sinon, tu en fais quoi? Tu fais un blog, tu fais un WordPress? Est-ce qu'il faut, par exemple, pour que ça soit fait intelligemment, si j'achète 10 domaines, il faut que ça soit chez 10 registrars différents, enfin chez des hébergeurs différents, pardon. Est-ce que Google est capable d'aller chercher que ça appartient à tout à la même personne? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'il y ait du bon jus, il faut que ça se faire croire, façon de parler à Google, que des domaines sont des domaines différents qui viennent d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Euh, Effectivement, c'est ce qu'on appelle la chasse au footprint. Donc globalement, hmm, oui, si tu possèdes si tu veux, Google va chercher à détecter tout ce qu'on appelle les fermes de blog. hmm. C'est-à-dire tout ce qui peut lui permettre de comprendre qu'en réalité, derrière 10 sites, 20 sites, 50 sites, c'est la même personne qui les contrôle. Et du coup, il va les considérer, en fait, si dès lors qu'il va trouver des signaux lui permettant de confirmer qu'en fait, derrière, c'est tout la même personne, toute la même entité, eh bien, il va les considérer que comme un unique site, ce qui du coup fait perdre effectivement des avantages en termes de référencement. Donc ça, c'est un point très important. Et nous, dans toutes les prestations qu'on propose, on a effectivement une véritable attention portée là-dessus, en faisant en sorte de proposer des variations sur tous les facteurs qui peuvent être des facteurs de rapprochement. Donc l'anonymisation des OIS, les facteurs DNS, des hébergements diversifiés, des IP diversifiés, des classes diversifiées, des structures d'URL, des thèmes différents. La liste est très très longue. Tous ces éléments, structure de page, etc., pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'éléments rapprochables algorithmiquement entre tous les sites qui sont proposés. Moi, sur mon back-office chez vous, par exemple, j'ai 18 domaines. Ça veut dire que les 18 domaines que j'ai achetés respectent les critères que tu viens de citer. Alors, si tu as acheté juste les noms de domaine chez nous, les noms de domaine eux-mêmes, ils ont juste l'anonymisation du WOIS, donc ils n'ont pas en tant que tel, l'effort, il n'est pas là-dessus. Les éléments Hmm. essentiels, ils vont surtout être sur la partie hébergement. Et ça, c'est uniquement sur, effectivement, les nouvelles offres qu'on a lancées là, il y a seulement 2 semaines, dans lesquelles, là, on propose une production de contenu complète. On s'occupe de créer vraiment un hébergement WordPress, on fait tout le certificat SSL, les logos, les textes, la création de A à Z, où là, par contre, oui, on a une véritable charte qualitative dans laquelle on a un ensemble de points et où on livre quelque chose qui est 100% conforme à justement tous ces standards et qui respecte ces Alors, critères. nous, on appelle ça, enfin, moi, j'ai quelqu'un au bureau qui le fait, on appelle ça des mini-sites, c'est-à-dire qu'on va créer 5 pages, par exemple, sur une thématique. Tu as des conseils à donner? Est-ce qu'on peut le faire, par exemple, tout sur WordPress, si on est à l'aise sur WordPress, ou il faut également changer les CMS? Est-ce que 5 pages, ça suffit? Combien il faut de mots? Qu'est-ce qui fait que, pour être bien? Alors bon, bien sûr, attention, il n'y a aucune vérité absolue dans la mesure où Google ne communique bien évidemment pas officiellement Oui. sur son algorithme. On ne peut que tout simplement nous mesurer par l'expérience et de manière empirique, puisqu'on fait ça depuis longtemps, les éléments qui marchent de ceux qui marchent pas. Donc le fait d'utiliser massivement WordPress, c'est pas gênant en soi. Alors bien sûr, il faut toujours diversifier de façon son profil de lien, mais comme WordPress reste le CMS le plus utilisé au monde et de très très loin, ça n'a rien d'anormal d'avoir un grand nombre de sites WordPress qui à un moment ou à un autre font des liens. Ce qui est important, c'est d'éviter les similarités. Donc si tu dois posséder une ferme de sites, éviter d'avoir des sites qui, quelle que soit la quantité de contenu ou la façon, vont être identiques. Il faut tout simplement éviter la similarité. Donc ça a du sens d'avoir certains blogs qui vont avoir 10 pages de contenu, puis d'autres que 5, puis d'autres que 3. Certains qui vont avoir des petits textes, des moyens, des grands. Globalement, il y a un point important, c'est il faut que ce soit qualitatif. Il faut que du coup les textes ils aient du sens, qu'ils soient en bon français. Il faut illustrer les articles. Il faut que le blog il soit joli, soit chatoyant à l'œil, parce que tout ce qui va être fait ou de manière évidente au premier coup d'œil, c'est dégueulasse et ça n'a été fait que pour un robot. D'une façon ou d'une autre, Google finira par le voir. Soit il va le mesurer avec des taux de rebond le jour où il envoie quelqu'un vers cette page, soit il va le mesurer avec de l'algorithme d'appréciation graphique, mais il faut avoir un contenu qualitatif.
là aussi, il faut le faire avec parcimonie. Oui. Tu peux pas avoir 10 liens par page. Il faut le faire comme si c'était un vrai site, Il quoi. faut voilà, de manière générale, là, on cherche toujours à se rapprocher le plus possible de ce qui serait quelque chose de naturel, de ce qui serait un lien spontané et naturel. C'est la target permanente. On va terminer sur ce point-là. Juste encore une question. Bon, c'est technique, hein. Aujourd'hui, il y a quasiment plus que le title qui compte en termes de balises. C'est-à-dire qu'avant, il y a 3 balises, hein, qui sont essentielles dans une page HTML. Tu as le titre, la title. Tu as la description, donc c'est la petite phrase qui va s'afficher quand tu vas taper une requête sur Google, et ça va dire ce que fait la page ou ce que fait la société. Ça s'appelle la description. Et tu as les keywords, les mots-clés, qui aujourd'hui sont plus pris en compte, il me semble. Est-ce que tu confirmes qu'il n'y a plus que la balise title qui est prise en compte? Alors, les keywords sont effectivement aujourd'hui considérés comme obsolètes dans la grande majorité des cas. Title et description sont toujours utilisés et ont leur importance pour le référencement. Note bien toutefois que Google va plutôt apprécier la hiérarchie de tes mots et de tes mots-clés dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'il va considérer, bien sûr, le title de tes pages, mais aussi ta structure de texte, tes H1, tes H2, etc. Et que c'est avec tout ça qu'il va se fabriquer lui-même sa propre liste de keywords et son analyse sémantique. Il cherche pas à être, il va pas accepter que ce soit toi qui le force avec une liste de mots-clés précis. Alors, le H1 et le H2, c'est donc la taille des titres, par exemple. Et effectivement, sur une page normalement structurée, on va mettre le titre en gras et en gros, donc en H1, le sous-titre en plus petit en H2, et ensuite, il y a les balises de paragraphes. C'est ce qui fait la structure, même sur une mise en page papier. Voilà. Pour accélérer tout ça, en 2017, tu as décidé de faire... Alors, c'est pas une levée de fonds, ça s'appelle une ICO. Mais je pense que dans ta tête, tu devais te dire, qu'est-ce que je fais? Je fais une levée de fonds. Et puis, tu as décidé, toi, le passionné de crypto-monnaie et de blockchain, tu as décidé de faire quelque chose d'assez audacieux, de faire une ICO. Donc, c'est-à-dire une levée de fonds en crypto-monnaie. C'est bien ça. Pourquoi? On sait qu'aujourd'hui, c'est très volatile. Tu l'as réussi. Et vous aviez, je m'en souviens très bien, bien communiqué dessus. Explique-moi quel est ce pari que tu as réussi? Alors, en 2007, c'était pas tant une volonté de levée de fonds que surtout, d'abord, une opportunité de développer un nouveau produit. Avec 2017, hein? Oui, 2017, pardon, tout à fait. Pardon, ouais. En fait, là, on suivait de près le développement de la technologie blockchain et l'une d'entre elles, Ethereum, permettait de faire des contrats intelligents et très concrètement, nous, on y a vu une opportunité de développer notre savoir-faire en matière de vente aux enchères sur cette nouvelle technologie. Et c'est dans le but de financer ce développement qu'on a effectivement lancé une opération de levée de fonds, une ICO, qui consiste en fait à émettre des jetons virtuels sur la blockchain qui sont vendus à des utilisateurs qui pourront par la suite effectivement les utiliser sur notre plateforme d'enchères. Ça a été vraiment l'opération qu'on a travaillée. On a été une des premières sociétés françaises à mener ça sur notre territoire. Les enchères, c'est des enchères de nom de domaine ou c'est des enchères d'autres choses? Alors non, vraiment d'autres choses, hein. La plateforme qui a été financée grâce à cette levée de fonds, qui s'appelle Auctionity, elle permet de vendre d'autres biens aux enchères, ce qu'on appelle des biens non fongibles, des NFT, qui sont eux-mêmes des sortes de titres de propriété virtuels, d'objets virtuels, sur la technologie blockchain également. Je pense qu'on a perdu des gens là. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, c'est encore très technique et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'applications. Mais quand tu parles d'enchères, c'est quoi? C'est des objets non virtuels? Alors, pour l'instant, les premières choses qui existent en la matière sont des œuvres d'art virtuelles et des collectibles de jeux vidéo, donc des personnages, des cartes, ce sont les premières choses qui existent utilisant ce type de format. Alors, pour ton ICO, donc tu as créé donc un token, c'est ça? Voilà, tout à fait, le DRT. Bon. Alors, explique ce que c'est un token aussi, c'est une monnaie? Alors, c'est pas une monnaie, hein, c'est un jeton virtuel qui effectivement porte différents usages et qui, nous, en l'occurrence, est quelque chose qui peut servir de monnaie d'échange sur notre plateforme de vente aux enchères. Donc, avec la volatilité que ça a, c'était quoi, basé sur l'Ether? C'était quel? Alors, c'était un format de type ERC20, donc utilisant la blockchain Ethereum, tout à fait.
on peut avoir des variations qui sont énormes de jour en jour, et même on le sait, puisque on est passé de 2 000 à 3 000 euros à 20 000 euros en 2017, par exemple. 2017, c'est pile poil d'ailleurs en décembre, l'année de ton ICO. On a atteint les 20 000 dollars quasiment. Est-ce que ça a eu une influence sur ton ICO? C'est retombé assez bas après derrière, que tu as bénéficié, tu as souffert de cette rechute, tu as bénéficié de cette montée. Comment ça s'est passé? Alors, on a eu effectivement la chance d'avoir vraiment un très bon timing. C'est-à-dire que notre opération s'est faite dans une période où le cours des crypto-monnaies a beaucoup monté. Et en fait, oui, ça a été bénéfique pour nous dans la mesure où un nombre important d'investisseurs qui ont participé à notre opération, d'acheteurs de nos tokens, ont été des gens qui avaient déjà bien profité de cette augmentation de cours et qui du coup disposaient de liquidités qu'ils souhaitaient pouvoir placer dans différents autres projets. Donc ça a contribué effectivement au succès de notre opération. En revanche, quand ensuite, du coup, en début 2018, il y a eu la chute brutale des cours, ça nous a pas impacté, nous, de manière immédiate, puisque notre projet était financé, mais ça a contribué, ça a été le début d'un vrai gros ralentissement du développement de tout le secteur blockchain qui perdure toujours aujourd'hui, 3 ans plus tard, et qui en tout cas fait que les projets comme le nôtre ont beaucoup de mal encore à aboutir ou à trouver leur public à un niveau plus général. Mais comment on crée une ICO? Parce que déjà, une IPO, c'est très compliqué. Comment on fait une ICO? Il y a des cabinets, il y a tu l'as fait toi-même, comment ça s'est passé? Alors c'était effectivement une mobilisation de toute notre équipe et d'un certain nombre de conseils externes pour travailler effectivement un petit peu sur un mode de celui d'une IPO, mais avec quand même des choses un peu différentes, simultanément sur tous les aspects techniques, les aspects juridiques, les aspects économiques, communication. On rassemble effectivement des différents pools d'expertise internes et externes pour préparer tous les pans d'une opération de ce type. Si je voulais donc acheter des tokens Dom Raider, je crois qu'il s'appelle, c'est ça? Vous pouvez passer par Kraken, par Binance, par qui je voulais? Alors tu pourrais passer par toutes les plateformes qui nous listent, donc effectivement, c'est pas le cas de toutes, mais sur les plateformes qui intègrent notre token, oui, du coup, elles ont un cours qui évolue effectivement au quotidien, et qui permettent de définir des achats ou des ventes un petit peu comme des actions en bourse. Et comment se passe le cours aujourd'hui? Alors aujourd'hui, malheureusement, comme toutes les ICO, le cours a beaucoup baissé par rapport à son prix d'introduction. Aujourd'hui, le marché est vraiment en attente d'avoir des démonstrations concrètes de développement des produits et surtout que le grand public arrive sur cette technologie. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'en tout cas, moi, autant que toute mon équipe, on croit beaucoup à cette technologie, à la technologie blockchain. On est vraiment convaincu que ça va trouver sa place. Ça prend un petit peu de temps, mais que ça va trouver sa place auprès du public, auprès des professionnels, et qu'on va voir des usages se développer dans les années qui viennent. Et donc, on peut supposer que ça va contribuer à aider à apprécier les valeurs des bons produits. Mais pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'en fait, on est encore à un stade finalement encore très très tôt. On est sur une technologie qui est encore avec une grosse partie R&D. J'ai participé à beaucoup d'événements et on voit que c'est encore essentiellement des chercheurs, des développeurs à des niveaux encore très abstraits. Et en fait, il faut du temps avant de disposer des outils qui vont permettre à l'utilisateur lambda de le faire. Et notamment, ça passe par la partie hardware. On a aujourd'hui des fabricants de téléphones mobiles qui maintenant intègrent directement les puces cryptographiques nécessaires pour que tu puisses demain, directement avec ton téléphone mobile, gérer du paiement, gérer de la possession virtuelle. Mais tout ça prend du temps, il va falloir attendre que ça se déploie. Pour l'instant, c'est encore trop compliqué à utiliser pour le grand public. Et concrètement, avec ton ICO, donc quand tu l'as faite, aujourd'hui, si tu as besoin de financer quelque chose, donc tu vas récupérer, transformer ça en euros. Là, pour le moment, c'est encore que du token. Alors non, nous, tous les subsides de l'ICO ont été convertis en euros dès fin 2017. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas été impacté par la baisse derrière. En revanche, d'autres ICO qui effectivement eux avaient gardé leurs avoirs directement en crypto-monnaie ont souffert à plein de la baisse et ça a contribué à la mort d'un certain nombre pourtant de très beaux projets. Est-ce que tu communiques le montant de ta levée? Alors oui, on a communiqué sur le montant de la levée, on a collecté aux environs de 7 millions d'euros. Ah oui, c'est formidable.
Tu t'attendais à ça? Non, c'était une belle surprise. C'était une très belle surprise et de voir la confiance qui nous a été accordée et effectivement le succès de l'opération. Ça nous met une grosse pression pour faire en sorte de faire aboutir le projet vraiment et de pouvoir répondre aux attentes de tous ceux qui nous ont fait confiance. Allez, on va parler de 2 autres projets qui sont plus des projets d'ailleurs. C'est Turing 22 et ton agence 22. Donc ça s'arrête jamais, hein. Tu es tout le temps en train de créer quelque chose. Donc tu disais pas serial mais multi, c'est ça? C'est à peu près ça? Ouais, c'est vrai. Je sais pas si on peut appeler ça un slasher aussi, non? Parce que tu fais au début tu avais les affaires, tu les vendais les unes derrière les autres, mais maintenant tu les cumules. Oui, alors après, j'ai la chance d'avoir surtout autour de moi une très belle équipe pour m'accompagner et donc du coup Mmh. des gens sur qui me reposer, hein, pour faire en sorte de faire avancer les différents projets ensuite au quotidien. C'est ça la clé. Tu as pas d'associé ou tu as un associé? Si, bien sûr. Alors, j'ai bien sûr des associés sur chacune des Mmh. structures, sur lesquelles je travaille. Alors Turing 22, c'est quoi? C'est du coworking, c'est bien ça? Alors Turing 22, absolument. On a créé, a été ouvert en avril 2019, ce qui est aujourd'hui le plus grand espace de coworking de la région Rhône-Alpes-Auvergne, puisqu'on a 4 700 mètres carrés à Clermont-Ferrand Mmh. pour 600 postes de travail. Et tu es dans ces bureaux-là? Oui, bien sûr, tout à fait. Là aujourd'hui, on enregistre de là. Et 22, c'est un nouveau projet ça aussi? Alors 22, c'est effectivement donc c'est l'équipe marketing notamment de Dom Rider qui du coup s'était beaucoup étoffée avec le temps, qui depuis maintenant l'été dernier, on a commencé à prendre en charge des prestations pour des clients externes, pour d'autres entreprises du groupe et puis pour d'autres demandeurs. Comme on a un vrai vivier de compétences et on a décidé du coup d'en créer une entité à part, donc c'est devenu une agence de communication indépendante. Dans le digital? Dans le print? Oui, tout à fait. On fait du coup, on a la compétence complète. Donc, on fait de la création web, du développement, on fait du print, on fait du digital, du numérique, du mobile. On a toutes les compétences. Ton prochain challenge, tu as une idée? Ah, bah, pour l'instant, il y a des choses, mais je peux pas encore en parler. Ouais. Allez, on va passer aux questions perso, ça sera la dernière partie. Est-ce qu'un jour tu vas te poser et te dire j'ai réussi ce que je voulais faire? Je pense pas. Enfin, bien sûr qu'un jour, j'imagine, il y aura une fin et heureusement, il faut savoir passer la main. Alors, j'ai la chance d'être encore plutôt en début de carrière, mais déjà aujourd'hui, je suis dans une logique de faire attention de ne pas passer là, de pas me tromper dans l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, et j'accorde déjà aujourd'hui une part importante, notamment à ma famille, à mes enfants, pour faire en sorte justement que de pas regretter quoi que ce soit un jour. Tu as quoi? Tu as 39 ans? Oui, c'est ça. Est-ce que tu prends le temps de vivre ou tu bosses comme un malade? Je bosse beaucoup, bien sûr, c'est une passion, mais Mmh. voilà, comme je disais avant, je prends aussi le temps de vivre, je veux pas tout ça. C'est quoi ton organisation? Tu dors peu? Tu viens tôt au bureau? Tu travailles tard? Tu travailles de chez toi? C'est C'est effectivement un peu de tout ça. C'est un cumul après qui s'adapte en fonction des circonstances au jour le jour. ta plus grande réussite? J'ai pas un élément particulier, c'est vraiment le tout, de tous les projets que j'ai pu mener, peut-être peut me mener à ce stade, et je dirais peut-être ce qui est en tout cas le plus valorisant, c'est la qualité de l'équipe qui m'entoure et qui s'est constituée petit à petit. Mais si tu devais citer une seule société, tu citerais laquelle? Plutôt les dernières? Plutôt la première? Non, c'est vraiment de manière homogène un tout. Un tout? Ton plus grand échec? Mon plus grand échec, ça a été, une période un peu compliquée qu'a connue Pricey à peu près à mi-vie, en 2006-2007, où il a fallu faire un gros plan social, où on avait du coup, justement, où il a fallu réduire l'effectif quand on était près de 150 à ce moment-là, presque de moitié, et ça a été une étape, ouais, une étape douloureuse pour moi, cumul d'éléments, des mauvaises décisions de ma part, des erreurs de casting, un certain nombre de choix, et ça a été une vraie épreuve à ce moment-là, et en même temps quelque chose d'extrêmement formateur pour la suite. Est-ce que tu as des applis que tu utilises tout le temps, que tu pourrais faire partager, alors sur ton Mac, ou je crois que c'est sur Mac, ou sur ton iPhone, ou qu'est-ce que tu utilises tout le temps? Qu'est-ce que j'utilise tout le temps? J'utilise énormément les outils forcément de communication, de communication interne, hein, de collaboration. Donc on travaille nous énormément avec de l'Asana pour la gestion de tâches, avec du Dropbox pour la gestion de fichiers, du Slack pour la communication interéquipe. Ça va faire partie des principaux outils de mon quotidien.
que tu as des mentors, des gens qui t'ont marqué, des gens que tu suis, que tu connais ou que tu connais pas? Je suis de manière générale très ouvert, très ouvert, on va dire, aux autres, et il y a beaucoup de grands professionnels que je respecte. Alors il y a pas de nom que j'aurais envie de citer en particulier, mais je considère que l'expérience accumulée, par les uns et par les autres, elle est très enrichissante, et elle permet d'aider aussi à à éviter de reproduire certaines erreurs, et à se forger ses propres convictions. Tu lis, tu t'écoutes des podcasts, Oui, alors c'est vrai que j'essaye aussi de trouver un petit peu le temps de lire. Alors je manque un peu, mais j'aime bien de temps en temps lire effectivement, des histoires de start-up françaises ou étrangères, des retours d'expérience, ou des livres autour un peu du développement personnel. comment on te contacte? Bon, on me contacte par email, par LinkedIn, par téléphone. C'est très, très facile. Je suis facilement joignable. Pour nos auditeurs, Tristan, est-ce que ça serait possible que tu nous offres un coupon de réduction pour qu'ils puissent découvrir ton service? Est-ce que ça serait possible? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, je sais pas, on pourrait partir sur un coupon qui s'appellerait la combinaison. Qu'est-ce que tu peux nous offrir? Et ben, du coup, le coupon, la combinaison, il peut vous offrir, 1 mois d'abonnement gratuit de découverte, du coup, de notre offre Silver, donc pour, l'équivalent de 10 €. Bon, c'est super cool, merci beaucoup. Allez, je vais te poser la dernière question qui est la tradition dans ce podcast. Alors, le podcast s'appelle La Combinaison. Alors, finalement, c'est quoi la combinaison pour devenir Tristan Colombet? Alors, c'est du travail, du talent, des opportunités saisies, de la résilience, de la chance, de la persévérance ou le tout? Ah, c'est le tout, sans hésiter, et puis de la passion. Tu l'as pas dit, mais c'est super important. Merci beaucoup Merci à toi, Frédéric. et puis à bientôt. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.